bienvenue à cette séance cinéma et jeux vidéo. Pendant cette séance, donc, je dis on, c'est pas moi, c'est Jean-Baptiste Massuet qui est là. Jean-Baptiste qui est maître de conférence à Rennes 2 et qui a un enseignement qui s'appelle cinéma et jeux vidéo. Du coup, j'en profite pour le ramener au TNB et profiter un peu de son talent. Donc le principe, c'est analyse d'un jeu et puis après un film en lien avec le jeu. Le jeu ce soir, c'est Observation et le film, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace, qui sera dans la grande salle à 21h. Voilà. Comment ça se passe? Jean-Baptiste nous fait une analyse du jeu, puis après, à la fin de la séance, il y a un petit jeu de questions-réponses si vous avez des questions à poser. C'est enregistré, il y a des caméras, une derrière moi et là une sur le côté. C'est pas du direct, c'est enregistré et après il y a un replay s'il y en a qui ne veulent pas être filmés, sachant que en gros il y a des petits allers-retours sur le public au moment où il y a les questions à la fin de la séance. Vous pouvez vous installer un peu plus sur les côtés puisque du coup vous ne serez pas dans ce cas-là dans le champ de la caméra. Si vous ne bougez pas, c'est que vous acceptez d'être filmé, voilà. Sachant que on a fait 2 épisodes jusqu'à maintenant qui n'ont pas encore été diffusés. On est en train de peaufiner aussi nos captations pour pouvoir les mettre après en ligne sur notre chaîne YouTube. Donc pour l'instant, vous ne pouvez pas encore voir, je précise parce qu'il y a des gens qui ont demandé. Donc pour l'instant, vous ne pouvez pas encore voir les 2 premiers épisodes. Donc vous faites bien de venir en live, c'est quand même là que c'est le plus intéressant de toute façon. Donc merci à vous d'être là. Merci Jean-Baptiste. Je ne vais pas en dire beaucoup plus puisque maintenant c'est toi qui as les manettes, comme on dit. Donc bon jeu et à tout à l'heure. Merci. Merci Stéphanie, bonsoir à toutes et tous. Alors oui, comme il y a des nouveaux venus parmi vous, je vais réexpliquer brièvement le principe de ces séances. Parce que c'est important de le faire, parce qu'on est tellement habitué aujourd'hui au let's play, au walkthrough sur YouTube, Twitch, etc. On est habitué à des joueurs qui sont extrêmement talentueux, qui font des choses absolument formidables. Ce ne sera pas le cas ici. Tout de suite, avertir le public. Je n'ai pas du tout un talent de gamer comme ça a pu être évoqué. Je suis juste un joueur occasionnel, on va dire, mais qui m'intéresse beaucoup aux images de jeux vidéo. Et c'est donc le but de ce cycle, c'est d'interroger cette idée selon laquelle le jeu vidéo serait un héritier du cinéma, ce qui n'est pas quelque chose d'évident, en fait, quand on y regarde de plus près. C'est-à-dire qu'au départ, on pourrait penser que c'est le cas, et en fait, quand on remarque des petites choses dans le détail, on s'aperçoit que ces 2 médias reposent sur des modalités extrêmement différentes. Et c'est d'autant plus flagrant dans certains jeux qui vont accentuer à première vue leur relation au cinéma pour mieux s'en détacher par des choix qu'on va bien sûr commenter, ce qui est le but de ces séances ici. Alors, on va commenter à la fois les images, on va aussi commenter beaucoup, vous allez le voir dans ce jeu, le gameplay, ou en tout cas ce qu'on appelle le gameplay, c'est la façon de penser la mise en scène ludique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on implique le joueur dans un espace, dans un lieu, avec des règles, des objectifs à suivre, etc. Comment est-ce qu'on pense la façon de jouer pour le joueur. Et en fait, dans ces configurations de gameplay, il me semble qu'il n'y a pas seulement des aspects ludiques, c'est pas seulement parce que c'est agréable ou fun à jouer, c'est aussi parce que ça crée du sens. Autant au cinéma, c'est le montage, c'est les cadrages, les échelles de plan, le son, etc. Tout cela va produire du sens pour le spectateur. Autant dans un jeu vidéo, il me semble que l'image a un rôle à jouer, mais ce n'est pas le seul facteur d'émotion. Le facteur d'émotion principal dans un jeu, c'est, une fois qu'on a la manette en main, c'est qu'est-ce que le jeu nous fait passer comme information par ce prisme. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'on va commenter cela, et vous ne jouez pas, vous regardez des images dans une salle de cinéma, qui plus est, mais comme vous le savez, depuis la dernière fois, on met le jeu, Stéphanie, Jeunet met en accessibilité le jeu pour que vous puissiez vous faire un peu une idée, et vous saisir un peu de ce que le gameplay vous demande justement de faire dans les jeux qu'on vous présente. Alors, pour faire un retour, parce que c'est toujours intéressant de comparer les jeux, on va aborder aujourd'hui un jeu extrêmement différent de ceux qu'on a fait les fois dernières. La première séance, c'était une séance autour d'un genre vidéoludique qui s'appelle le survival horror. On avait abordé le cas de Resident Evil. La deuxième séance, c'était un jeu beaucoup plus contemplatif, une sorte de jeu d'auteur, à proprement parler, situé dans un monde de fantasy, qui était le Shadow of the Colossus de Fumito Ueda. Et donc là, aujourd'hui, on passe à un autre registre encore, puisque autant Resident Evil était un jeu à gros budget, ce qu'on appelle les jeux AAA dans le jargon des jeux vidéo,
le Shadow of the Colossus était aussi un peu un jeu qu'on pourrait affilier à un jeu AAA, hein, parce que c'était quand même une grosse production de Sony à l'époque, et puis il a été remaké par un studio avec quand même des gros moyens derrière, alors que le jeu d'aujourd'hui est un jeu plutôt indépendant. C'est un tout petit studio qui en est à l'origine, mais un studio qui est en train de monter un peu en puissance, et il me semblait intéressant de varier justement les approches, de varier les types de jeux, notamment c'est parce que c'est le premier cycle qu'on fait, et voilà, s'il y a une demande, et si on s'aperçoit que ça fonctionne bien, on pourra réitérer les expériences l'année prochaine, en explorant peut-être d'autres jeux spécifiques et d'autres types de jeux en fait, différents les uns des autres. Donc, jeu indépendant, ce qui a aussi une implication en termes graphiques, vous allez le voir, c'est que autant les jeux précédents étaient assez splendides graphiquement, ce jeu-là est sans doute un poil en dessous en termes graphiques, mais il y a des choix qui ont été faits par le studio qui sont tout à fait intéressants justement pour pallier les insuffisances esthétiques, on va dire, liées au moteur qu'ils utilisent, à la puissance de feu qu'ils ont dans leur studio. Et vous allez voir assez rapidement les choix qui ont été faits. Alors évidemment, sur le design du visage, des personnages notamment, on n'est pas à un niveau de jeu de gros budget contemporain, mais le jeu n'est pas si vieux, hein, le jeu date de 2019. Mais néanmoins, ce qui va être très intéressant, c'est justement les choix de représentation, les choix de caméra, la façon dont on pense l'image, qui est tout à fait logique en fait, dès lors qu'on positionne le jeu dans un héritage du cinéma, on va le comprendre. Alors quel est ce studio dont je vous parle depuis tout à l'heure, un studio qui est à l'origine du jeu Observation? C'est un studio qui s'appelle No Code, qui est composé principalement de 2 personnes, même si le studio s'est un peu étoffé par la suite, mais c'est 2 personnes qui l'ont fondé, John McKellan et Omar Khan. Alors c'est un studio très peu connu pour le moment, qui s'est pour l'instant simplement fait un tout petit peu remarquer avec ce jeu-là, bien sûr ça a été un jeu un peu plus important, mais ils avaient fait un jeu avant qui avait été une petite sensation indé au moment de sa sortie en 2017, qui s'appelait Stories Untold. Alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont essayé ce jeu, qui était en fait une sorte de développement d'un court-métrage, si je puis dire, en tout cas d'une courte expérience ludique qu'ils ont développé sur un jeu plus long. Le jeu en question, c'était The House Abandoned, et qui est un jeu très étonnant. Et je ne résiste pas à l'envie de vous décrire le principe, parce que vous allez voir que ça a une vraie connexion avec ce qu'on va trouver dans le jeu d'aujourd'hui. The House Abandoned et Stories Untold donc, nous présentent une première partie de jeu, où en fait l'écran, c'est simplement, je veux dire, nous, ce qu'on voit sur notre écran, c'est un écran d'ordinateur, un clavier, un bureau avec quelques décorations, et sur l'écran d'ordinateur vont commencer à apparaître le titre du jeu et une aventure textuelle, comme on en faisait dans les années 80, c'est-à-dire qu'on nous raconte une histoire et on nous demande de faire des choix, donc on nous met devant une maison, on dit qu'allez-vous faire maintenant, et on tapait des informations, on disait moi je rentre dans la maison, et l'ordinateur comprenait ce qui se passait, d'accord, vous rentrez dans la maison, voici ce que vous voyez, etc. C'était le principe du livre dont vous êtes le héros, mais dans le domaine vidéoludique. Alors, ce qui était génial dans Stories Untold, c'est que le dispositif était tel que, en fait, le lieu dans lequel, le lieu un peu méta, hein, dans lequel on jouait donc, à l'écran, était un espace qui allait finalement avoir un rôle à jouer dans la fiction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, évidemment, ce qui se passe sur l'écran, ce qu'on nous raconte à l'écran, on nous décrit une pièce avec un écran d'ordinateur, on se rend compte que ce qu'on est en train de lire à l'écran, c'est la pièce dans laquelle on est. Donc une sorte de mise en abîme comme ça, mais qui était extrêmement intéressante parce qu'elle mettait en jeu la place du joueur dans la fiction par le biais des écrans. Et vous allez voir que Observation ne parle en réalité que de ça, mais il va encore plus loin, je trouve, dans le dispositif. Et puis là, le studio est en train un peu d'exploser, enfin d'exploser dans le bon sens du terme, puisque suite au succès de Observation, succès critique notamment, ils ont été sollicités par le studio Konami, vous connaissez sans aucun doute, puisque c'est un des grands studios de jeux vidéo japonais, notamment à l'origine des Metal Gear Solid, mais également de la saga Silent Hill. Et en fait, c'est l'un des studios qui va faire l'un des jeux du revival Silent Hill qui va arriver là dans les mois à venir. Il y a 3 ou 4 jeux, je crois, qui vont sortir de la saga Silent Hill, et No Code va faire l'un d'entre eux, qui est là le plus intéressant. On a eu juste un petit trailer pour le moment où le parti pris, c'est qu'on voit une radio, un transistor, et par ce transistor, on va avoir des informations qui vont nous être transmises et qui vont avoir un impact visiblement sur le récit. Donc vous voyez, on est toujours sur l'idée de représenter des appareils d'audiovision, des écrans, des transistors, des sonorités qui viennent de haut-parleurs, etc. C'est un studio qui est obsédé par les technologies, et notamment par les technologies qui nous permettent de voir et d'entendre. Et on va voir que ça va justement être le parti pris principal de Observation.
Alors on va être dans un contexte science-fictionnel, on le comprend, à l'aune du film que nous avons choisi de vous diffuser en deuxième partie de soirée, donc 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est d'ailleurs l'influence principale du jeu, on va le voir à plusieurs reprises, puisque, en effet, on va le comprendre très rapidement, c'est pas du tout un spoiler, puisqu'on s'en aperçoit dans les premières minutes du jeu, nous n'allons pas incarner dans Observation un personnage sur une station spatiale, ce qui serait la logique de n'importe quel type de jeu de science-fiction, mais on va incarner l'intelligence artificielle qui contrôle le vaisseau. On va incarner l'IA. Ce qui est en fait un renversement, bien sûr, de la logique de Dominant, c'est de l'espace, hein, avec ce rôle joué par l'IA, hein, qui est extrêmement important dans le cadre du récit, mais une IA qui est plutôt externalisée, qui est plutôt vue comme un être autre, qui en vient à un moment donné à jouer un rôle d'antagoniste. Ici, le parti pris est renversé, finalement c'est nous qui incarnons cette intelligence artificielle, qui contrôle donc cette station spatiale qui s'appelle Observation. Il y a un double sens dans le titre, hein, puisque c'est non seulement le nom de la station, mais c'est aussi l'un des enjeux principaux du jeu, on va le voir. Alors cette IA, elle se nomme SAM, on va le voir très rapidement, on nous appelle SAM, et c'est là encore un acronyme, comme pour l'intelligence artificielle de 2001, HAL. SAM veut dire System Administration and Maintenance, pardon. Tandis que HAL, hein, est un acronyme anglais qui signifiait un Heuristically Programmed Algorithm Computer, qui en français d'ailleurs, dans l'adaptation française, avait donné CARL. HAL s'appelait CARL dans la VF, qui signifiait cerveau analytique de recherche et de liaison. Alors comme d'habitude, je vous propose de faire le début du jeu, parce que je trouve toujours intéressant de voir comment l'entrée dans la fiction programme en fait les attentes du joueur. Et au travers donc de ce point de départ ludique, on va commenter les images. Alors parfois je ferai des petites pauses quand je vois que ce que j'ai préparé va trop lentement par rapport au jeu. Je me permettrai de faire des petites pauses par instant peut-être, pour commenter les images qu'on vient de voir. J'essaierai de pas trop parler sur les cinématiques, mais vous allez voir assez rapidement, et ça va être une de mes hypothèses fortes d'ailleurs, dans ce jeu, les cinématiques en fait n'en sont pas. Pour moi, les cinématiques sont aussi des moments de gameplay, mais des moments de gameplay un peu contrariés, on va dire. On va y revenir. Alors, je propose du coup de passer sur l'écran titre du jeu, qu'on va commenter un instant avant de lancer la partie. Donc le jeu s'ouvre sur cette image relativement énigmatique, et sur ce son, bien sûr, hein, extrêmement pesant, prenant, très atmosphérique, qui tout de suite va nous renvoyer à cette atmosphère de science-fiction, hein, ces nappes sonores qui viennent nous envelopper, nous donner l'impression qu'on est dans l'espace avec les personnages, dans la station ici. Et puis on a cette composition déjà assez marquante, avec cette planète qui, vous le voyez, hein, dévore la totalité de l'écran, quasiment la totalité du cadre, cette impression d'être submergé par cette planète. Et puis dans le bord cadre gauche, un bout de la station dont on comprend effectivement que le point de vue auquel on comprend que le point de vue est arrimé, puisque vous remarquez aussi qu'on a ces espèces de lignes horizontales qui balayent l'image, qui ne renvoient absolument pas à un problème technique, ce qu'on pourrait peut-être croire au début, on se dit qu'il y a un problème de câblage, mais en fait pas du tout, hein, c'est un choix de la part de nos codes pour en fait nous dire que les points de vue de ce jeu, les images que nous verrons dans ce jeu, seront justement des images qui seront médiatisées par des écrans. Tout va passer par ces écrans, et des écrans qui nous sont donnés à comprendre par le biais de ces signaux, ces éléments visuels qui nous permettent de saisir en fait à quoi on a affaire. Du fait qu'on voit cela à travers de caméras de surveillance, de caméras qui sont situées sur la station. Ici, on comprend que la caméra est arrimée à la station. On voit aussi ces espèces de petites taches, hein, vous voyez, qui parsèment l'écran, qui sont autant de poussière qui témoignent en fait de la matérialité de l'écran. Et donc, tout de suite, on saisit qu'on ne va pas du tout être dans une forme d'incarnation humanisée, en tout cas. On va avoir un regard qui va être, on va dire, filtré par ces images un peu délavées, vous voyez, avec une définition légèrement floue. Là encore, c'est un choix. On sait qu'aujourd'hui, le choix qui est fait dans la majorité des productions, l'immense majorité des productions ludiques, c'est la netteté de l'image, le fait que tout est extrêmement net. On a énormément d'images par seconde, on a 120 images par seconde pour faciliter le jeu, tout est d'une netteté absolue. Ici, au contraire, c'est vraiment le flou qui va primer, ce qui va créer une expérience un peu particulière, et je suis assez curieux de savoir ce que ça va donner en salle. Alors, je lance la partie, je préviens simplement que je vais avoir peut-être parfois des petites déconnexions, puisque
les indications à l'écran qui vont concerner cette manette ne seront pas les mêmes que ma manette, donc il va falloir parfois que je traduise à quoi correspond tel ou tel bouton. Ça, c'est les petits pièges chaque session. On a un écran qui est un tout petit peu tiré vers le bas en termes d'étalonnage, donc c'est bien, ça crée un peu de... C'est comme une séance de cinéma quand il y a de la projection argentique, on ne sait pas si ça va casser à un moment donné. Bah, c'est un peu pareil, voilà, cette petite tension qui crée aussi tout le suspense de ces séances. Donc je lance le jeu et puis on va commenter tout de suite les premières images. On va augmenter un peu la luminosité parce que sinon je ne vais absolument rien voir sur mon écran. Est-ce que ça vous paraît pas mal là sur l'image du milieu? On est bien? Parce que moi je vois pas trop de là où je suis. Ok, c'est bien. Je peux baisser un peu si vous voulez. Ouais. I need you to give me admin access. Enable voice authentication. Dr. Emma Fisher, 140-412. Donc là, on a une information de texte qui apparaît, qui nous fait comprendre que nous prenons le contrôle, chose qu'on était incapable de savoir au début, c'est-à-dire que tout le début du jeu, on pensait que c'était une cinématique, mais en fait non, c'est tout de suite le point de vue de l'IA, c'est-à-dire notre point de vue de joueur. Alors je me permets de faire tout de suite une petite pause pour commenter cette semi-cinématique d'ouverture, parce que vous avez vu qu'il y a déjà énormément de choses à en dire. Bon, déjà, on a ce choix de nous donner un écran noir pour l'ouverture du jeu, c'est-à-dire que le jeu ne s'ouvre pas sur une image, ça s'ouvre sur un écran totalement obscur, où on entend simplement des bruits parasites de radio, fréquences radio avec ces grésillements qui nous font comprendre tout de suite, enfin qui nous font imaginer en fait quelque chose. Ça produit un imaginaire technologique très fort qui nous fait comprendre en fait qu'on va avoir affaire à des machines dans ce jeu. Notre esprit en fait échafaude des hypothèses à partir de ces quelques informations sonores qu'on a. Et puis on a ce décor qui apparaît de manière un peu subreptice, voilà, avec ces éclairages qui vont tout de suite révéler un petit peu la station désertée ou vide. Et ce qui est intéressant dans ces parties prises, c'est une forme de neutralité, c'est-à-dire que la caméra ne bouge pas. C'est juste la lumière qui vient dynamiser l'action. Il n'y a pas de mouvement de caméra, il n'y a pas de travelling, il n'y a pas d'être humain visible. C'est-à-dire qu'on est uniquement sur une sorte de vision totalement clinique, neutre, qui ne se prononce pas, qui reste complètement à distance, alors que les sons nous amènent sur un imaginaire plutôt de la séquence catastrophique. On entend ces bruits de radio, c'est-à-dire qu'on sait qu'il n'y a plus de réponse en face, le personnage nous dit qu'il y a eu un accident, qu'il y a eu une catastrophe, le son extrêmement nappant comme tout à l'heure, avec ces moments où le synthétiseur vient créer un sentiment au niveau des tripes, si vous voulez, ce qui nous prend aux tripes. En fait, il y a un décalage absolu entre ce qui nous est raconté tout de suite dans l'ouverture du jeu et la mise en scène. C'est là que je dis que
même si on pourrait penser qu'il y a un lien avec le cinéma, parce que ce sont des images en perspective, construites avec des choses qu'on reconnaît, etc., qui font écho aussi à un imaginaire du cinéma de science-fiction, on voit bien que tout de suite, on est quand même assez loin des attentes de la mise en scène cinématographique, puisqu'il y a un parti pris qui nous dit qu'on ne va pas se prononcer, on ne va pas dynamiser l'action, on ne va pas la mettre en scène de manière classique, on va tout voir du point de vue d'un ordinateur, en fait. Donc, comment faire pour retranscrire ce point de vue d'ordinateur? Ça va être la grande question de ce jeu. D'ailleurs, vous avez repéré aussi que dans cette composition inaugurale, elle n'est pas anodine du tout. On ne nous montre pas un élément, je sais pas, avec du feu. Non, on nous montre une station qui est déserte, avec ce casque qui flotte au milieu, ce casque qui est inhabité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de visage à l'intérieur, comme si l'humain avait complètement déserté ce plan. C'est un plan qui est dénué de toute humanité qu'on pourrait percevoir à l'écran, en quelque sorte. Donc déjà, vous voyez qu'il y a, ça a l'air de rien, un plan très court, et pourtant, il y a énormément de choses à en relever. Il y a un refus du spectaculaire, en fait, qui détonne dans la création vidéoludique actuelle. Et puis, alors, il y a ce moment où Sam est appelé. Donc, le personnage de Emma Fisher, hein, qu'on va apprendre à connaître dans le jeu, appelle des personnages qui ne répondent pas, et d'un seul coup, elle appelle un certain Sam. Vous avez compris que c'était nous, hein, cette fameuse IA du vaisseau. Et vous avez vu, il y a un choix qui est très fort à ce moment-là, quand elle dit Sam, login, ou je sais plus, et à ce moment-là, il y a comme un bruit de jumpscare, hein. Il y a une image qui saute, il y a un énorme bruit qui pourrait faire sursauter, et qui, en fait, nous fait sursauter, nous joueurs, parce que, bien sûr, il y a ces sons de nappes sonores qui montrent une forme d'angoisse, enfin, qui suggèrent une forme d'angoisse, mais on est dans cet état un peu de léthargie spectatorielle, on regarde ça comme étant une cinématique, et puis d'un seul coup, ce très fort qui va nous faire sursauter avec cette rupture dans l'image, qui d'un seul coup nous fait prendre conscience qu'on est là en tant que joueur, qu'on a une manette dans les mains et qu'on va devoir faire quelque chose. Et bien ça a l'air de rien, mais c'est, je trouve, une idée géniale, c'est que dans les cinématiques de jeux vidéo, on est dans un état de spectature qu'on a au cinéma, c'est-à-dire qu'on regarde les images sans agir, on a même la manette qui est posée, on regarde les images, et puis quand on nous demande de jouer, on se dit « Ah, ok, c'est à moi de jouer, je prends la manette, je joue ». Ici, la frontière entre la cinématique et le gameplay n'est pas nette, on le voit, puisque finalement, on est déjà en train de jouer, mais on ne le sait pas à ce moment-là, et c'est juste quand on nous interpelle et qu'on nous fait sursauter, on nous sort de notre état de veille. Quand j'entends veille, je parle de l'état de veille de spectateur, ce que pouvaient décrire des théoriciens comme Edgar Morin, qui nous disent que quand on est au cinéma, on est dans un état de semi-veille, de semi-léthargie, on pénètre cet univers virtuel et fictionnel, et on s'y projette comme dans un rêve, en quelque sorte. Il y a énormément de films qui vont jouer sur ce parti pris. Et cet état de veille dans lequel on nous positionne au début en tant que joueur, en nous disant « c'est une cinématique, donc vous êtes dans un état de veille cinématographique », eh bien en fait c'est l'état de veille de l'ordinateur. Un ordinateur, lui aussi, quand on ne l'utilise pas, il est en état de veille. Donc au début, en fait, on nous fait prendre conscience qu'on incarne cette IA par le biais de l'état que l'on partage. Sam est en état de veille, comme nous sommes en état de veille devant la cinématique. Et au moment où on nous interpelle, on interpelle le joueur, on nous fait sursauter physiquement, on nous fait comprendre que cette phrase traverse littéralement l'écran et va nous faire interagir avec les images. Donc vous voyez, ça a l'air de rien comme ça. Il y a eu quelques secondes même pas de jeu, quelques secondes d'image, et tout de suite je trouve que le jeu nous met dans une posture théorique qui est extrêmement intéressante, et rares sont les jeux qui arrivent à faire ça. Moi je trouve qu'il y en a très très peu, et quand c'est le cas, je trouve qu'il y a vraiment, ça donne envie d'aller creuser au-delà des images et de comprendre ce que les créateurs cherchent à faire. Alors, on va comprendre assez rapidement, on revient aux images de jeu, on va comprendre assez rapidement que nos contrôles vont être assez limités dans ce jeu. On le voit, on a des éléments visuels à l'écran, des éléments textuels, et on a ce rond au milieu qui est un curseur de souris. Moi, je n'ai joué que sur console, donc je sais que je joue à la manette, mais j'imagine que c'est avec la souris qu'on contrôle ce curseur sur ordinateur. Et c'est avec ce curseur que nous allons interagir, en fait, avec les éléments qui vont apparaître à l'écran. Donc là, on va analyser cette onde. Là, je fais quelque chose, hein, j'appuie sur le joystick gauche pour analyser les choses. Je vais donc reconnaître un personnage, mais donc la fameuse Emma Fisher, mais on a ces erreurs d'analyse vocale, et du même coup, on peut accepter ou refuser l'identification. C'est-à-dire que là, en gros, on nous dit qu'on ne reconnaît pas, il y a une erreur, donc on peut se dire, bon, il y a une erreur, mais peu importe, je dis que je la reconnais, hein, que c'est bien elle, mais on a le choix de refuser. Et je vous cache pas, quand on est joueur, la première envie qu'on a, c'est de refuser. Qu'est-ce qui se passe quand on refuse? Donc, on va regarder, évidemment, on va refuser on va voir ce que ça donne. Try again. Voice authenticate. Dr. Emma Fisher, 140412.
Et puis bon, on va pas être trop méchant, parce qu'après elle force le truc. Elle a un système en fait pour forcer l'identification vocale. Donc en fait, ce choix, voilà, on dit qu'il y a une concordance. Ce choix n'en est pas vraiment un, puisque en réalité, on retombe exactement sur le récit, ce choix n'a pas de conséquences. Mais en fait, tout de suite, on nous dit qu'il y a un choix à faire. Donc on nous met dans une position assez particulière, où on nous dit que cette IA, elle a beau être une machine, bah elle a une forme de conscience en fait, puisqu'elle peut choisir entre deux options. Et c'est cette information-là qui est importante. C'est pas l'option en elle-même qui importe, c'est le fait d'avoir le choix. Okay, good. Come on, give me something. Sam, are you there? Respond. Donc là, on va avoir cette contamination par l'image de base de tout un tas d'éléments textuels qui vont venir comme ça parasiter l'écran à mesure que le jeu va avancer. Alors je vous rassure, il n'y aura pas que ça. Le jeu va proposer énormément de choses, va évoluer beaucoup au cours du récit. Mais à chaque fois, on va nous demander donc de correspondre avec Emma, avec donc une touche qui va nous permettre d'actionner la possibilité de réponse, et on répond en appuyant sur un bouton. I am here. Thank God. Okay. Now we're getting somewhere. Okay. Sam, you seem to have booted up in Module 8. I'm going to relocate you to the Horizon Utility Hub in Module 9. That should give you access to limited system diagnostics. Hang on. Great. Listen, I'm stuck in the Horizon airlock in Module 11. I need to get into 9, but I'm not sure if it's safe to open this hatch door. Can you give me hull and pressure diagnostics on Module 9? Et on a eu quelques images de la station, et d'un seul coup, on nous impose cette vue synthétique, si je puis dire, schématique, où on observe un peu la manière dont elle est constituée. Ça va être très important, puisque progressivement, plus on va avancer, plus on va se rendre compte que se repérer spatialement dans la station est absolument crucial. On va perdre un peu ses repères, etc. Donc il y a tout un jeu d'appropriation de l'espace sur lequel on va revenir, et qui nous impose donc d'aller étudier le lieu plus en détail. Donc là, on nous a fait une demande, vous avez vu, Emma Fisher nous a demandé de faire quelque chose. Donc on va aller vérifier un petit peu ce qu'elle nous a demandé. Je ne sais plus d'ailleurs ce qu'elle nous a demandé, la pression. Il va falloir que je suive un peu parce que des fois on oublie ce qu'elle nous dit, et on peut lui demander de répéter les ordres, mais elle est très énigmatique. Elle ne nous dit pas exactement quoi faire à chaque fois, donc parfois si je bug, n'hésitez pas à me dire « Ah mais en fait c'est ça qu'il faut faire », peut-être que je vous demanderai, je verrai si vous suivez bien. Alors, je sais plus si c'est la pression. Fully pressurized. Okay, that's good. Are the adjacent contact points from 9 intact? Donc on va interagir avec ces zones de Module texte. 9 Voilà. hull contact points to adjacent modules read true. Good, we're still connected. Something is vibrating, Sam. Can you check the hull contact points on the other modules? Donc on va aller vérifier vite fait les points de contact. Module 10 hull contact points to 12 read false, suggesting that Module 12 is no longer securely attached to the station. Shit. I think Josh might have been in Module 12. Okay. I'm coming through to 9. Sam! The hatch door is jammed shut. The controls aren't responding. See if you can restore power. Sam, you still there? What's going on, Sam? What is that noise? Sam, what is that? Sam, respond! What the hell is going on? Alors, vous avez remarqué quand même ici un choix assez étonnant. Alors je parlais du fait qu'il n'y avait pas vraiment de cinématique dans ce jeu. Alors en fait, il y en a, mais elles ne sont pas narratives. Ces cinématiques ne viennent pas rompre le flux du jeu pour nous raconter l'histoire, elles sont complètement intégrées au jeu. Là, cette cinématique qui d'un seul coup nous prive du contrôle de l'IA, puisque d'un seul coup on va avoir ces changements d'angle de vue sur le personnage d'Emma Fisher,
on comprend assez rapidement que c'est pas nous qui programmons ça, qui programmons ces changements de caméra, parce qu'il y a des interférences. Vous avez vu ces espèces de sigles un peu ésotériques qui apparaissent à l'écran, jusqu'à composer une phrase sibylline, mais extrêmement forte et angoissante, hein, ramène-la. On ne sait pas qui nous parle, mais on sait que ce qui nous parle est en train, en quelque sorte, de contrôler l'IA, en tout cas de la priver de son propre contrôle de la station. Puisque là, à ce moment-là, on ne peut plus rien faire. On est obligé de subir ce qui est en train de se passer. Et cette idée que je trouve là encore assez géniale, du fait du parti pris qu'on nous fait comprendre dès le début du jeu, en disant « Ok, les points de vue qu'on aura dans le jeu sont des points de vue de la caméra du vaisseau », c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de cinématiques extérieures qui vont mettre en scène la séquence, tout sera vu du point de vue interne de la station. Et ben, quand on tombe là-dessus, on ne fait pas le malin, parce qu'on se dit « Mais c'est quoi cette image ?» C'est pas une image du vaisseau. On voit une sorte de paroi rocheuse, déserte. On ne sait pas du tout à quoi ça correspond, mais on sait juste qu'il y a un signal qui vient de là. On imagine que c'est l'origine du signal, et qu'on nous demande d'amener le personnage ici. Et évidemment, ça fait écho à ce jeu de miroir dans le plan inaugural du jeu, enfin en tout cas l'écran titre, entre la planète à l'arrière-plan et le vaisseau, où on sent bien cette connexion entre les deux, et on commence à subodorer que cette planète est en train d'appeler, ou en tout cas d'attirer à elle cette IA et ce personnage, pour une raison obscure, qui joue bien sûr sur le mystère, sur des choses un peu énigmatiques, qui vont être creusées au fur et à mesure du récit. Et là, vous voyez bien que j'ai pas d'autre choix. Là encore, tout à l'heure, j'avais un choix. Là, j'en ai pas. Je ne peux faire qu'accepter. Et là, tout de suite, ça a du sens aussi, en termes de déterminisme, de fatalité, etc. What just happened? I think I blacked out. This isn't good. This isn't good. Sam, run your self-diagnostic procedure. And what errors are you showing? Alors, juste, je commande ce qu'on vient de voir aussi. Ce que je trouve assez fort ici, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a de la mise en scène, en fait. La mise en scène ne repose pas sur les choix de cadre, sur des mouvements de caméra, sur des compositions, reposant sur la règle des tiers, etc. Non, il n'y a pas de composition à proprement parler des images. Elles sont très composées, mais elles donnent l'impression qu'il n'y a pas de composition, que ce sont des purs points de vue de caméra de surveillance, donc totalement désincarnés. Et ce qui est fort dans le passage où on voit ce personnage qui tourne sur elle-même, c'est qu'il n'y a pas du tout de moyen de l'aider à ce moment-là. On se sent complètement démuni, et on a juste cette caméra neutre, distante, qui ne nous permet pas d'interagir, qui ne nous permet pas d'aider la personne, et qui crée cette distance très froide et du même coup angoissante vis-à-vis de ce personnage, dont on comprend ici qu'elle est en détresse, mais avec laquelle on ne peut pas interagir. Et en fait, ce que ça crée, alors bien sûr il y a ça, il y a le côté délavé de l'image, il y a les interférences visuelles, hein, tout ça entre en ligne de compte. Tout cela permet de créer une forme d'image que je pourrais qualifier de... Alors j'emploie un mot un peu savant, qu'on utilise souvent dans le jargon de la musique de cinéma. Quand il y a une musique de cinéma qui est totalement neutre, mais qui du coup renforce l'impact émotionnel d'une scène. Ce qu'on appelle une musique anempathique, donc qui ne crée pas d'empathie. Et il me semble qu'ici, c'est pas tant la musique qui est anempathique que le plan en lui-même. On est face à des plans qui sont anempathiques, qui ne sont pas dans l'empathie. Et du coup, on nous impose une vision qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. C'est-à-dire que nous, joueurs, souvent, quand on voit des personnages en détresse, on a envie de les aider. C'est un des principes du jeu, hein, c'est de... Bon, voilà, elle veut qu'on l'aide. Hein. Je fais une petite pause pour finir mon idée. Évidemment, quand on nous dit que finalement, on ne va pas être dans l'empathie, ça nous crée une forme de distance morale qui peut être un peu désagréable. Au début du jeu, j'étais très déstabilisé. Moi, la première fois que je l'ai fait, je ne savais pas du tout où ça allait m'amener. Et en fait, ce que j'ai compris au fur et à mesure, c'est qu'on voulait nous faire ressentir ce que ressent l'IA. C'est ça qui est très fort. On essaie de nous retransmettre en fait le ressenti interne de cette intelligence artificielle. Et bien sûr, au fur et à mesure du jeu, c'est l'inverse. Il y aura un renversement. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on va jouer, l'IA va s'incarner
parce que c'est nous qui allons projeter notre inquiétude pour le personnage, notre envie de l'aider à tout prix, etc. Et on va incarner cette IA par la force des choses et surtout sur la durée, quoi. Alors, faisons un petit diagnostic quand même. Et que ça rappelle aussi beaucoup les écrans de contrôle du film Alien de Ridley Scott. Il y a vraiment quelque chose qui fait écho à ça. Alors, je ne sais plus où il faut... Relocation functions are offline. I require auto-routing to access module cameras. Okay, I can manually relocate you, but once I get out of here, I'll get your systems up and running. Vous voyez qu'on nous annonce la manière dont on va récupérer nos caméras. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'explication interne. C'est-à-dire dans le monde du jeu, on nous explique qu'on va avoir accès à des caméras. Alors que dans un jeu traditionnel, on ne commande pas le fait que les choses soient filmées, etc. Ça paraît être de l'ordre naturel. Ça paraît être cette pente naturelle du jeu vidéo. Et ici, on diégétise, si je puis dire, on intègre les caméras au monde de la fiction. Voilà, je ne sais plus. The main memory core has been corrupted. I have lost significant station data. Okay. So most of your system links and data logs are gone. Sam, you will need to scan, download, and recover as much data as you can. We need to get you back to your old self. Et là, on voit aussi notre idée, c'est que les petits schémas qu'on voyait, là, qui étaient parcellaires, correspondent à la mémoire de Sam, et donc on comprend, par la petite ligne de dialogue ici, que Sam ne se rappelle plus du fonctionnement de la station. Il y a plein de choses qui lui manquent. Et nous, joueurs, sommes exactement dans la même situation. On ne connaît pas la station, on n'en a pas de souvenir, puisqu'on n'y a jamais été, et du même coup, on va être à égalité avec Sam. On va redécouvrir cette station en même temps que lui. Et la mémoire de Sam, qu'il va récupérer progressivement, ça va être notre mémoire de joueur. Ça aussi, c'est une des grandes idées de ce jeu. D'ailleurs, je pense que vous avez aussi repéré la référence assez évidente dans la voix de Sam, qui est très ressemblante à celle de Clone Rains dans 2001. Il joue exactement de la même façon, ce qui est encore un vrai choix. The connection between crew tracker functionality and Sam OS has been severed. So it's working, but the link is cut. I'll need to reconnect it in Central. Josh? May? Anyone? Shit. Okay. Yeah. I can't get out of here. The hatch controls aren't working. It might be a safety lockdown. You'll have to override the hatch from Module 9. Okay. I'm auto-routing you back to the utility hub in Module 9. Camera movement should be online now. Run a test. Voilà, on diégétise encore une fois la logique du mouvement de caméra. On nous explique qu'on peut faire bouger une caméra, ce qui est naturel dans un jeu, on sait qu'on peut le faire. Mais là, on en fait un enjeu du récit. Donc là, c'est moi qui bouge, et je peux en effet me transférer d'une caméra à une autre, c'est-à-dire que je deviens le monteur du jeu. Alors, vous avez repéré que le personnage... On a le zoom de la caméra, donc en fait tout passe par des interfaces, vous le voyez, mécaniques utilisées dans une caméra traditionnelle. On voit aussi que le personnage d'Emma Fisher est une spectatrice, puisque le flux vidéo lui parvient, c'est-à-dire qu'elle voit ce qu'on est en train de faire exactement comme nous, joueurs, spectateurs, sommes en train de faire également. Et puis on a cette station qu'on va pouvoir désormais explorer, mais simplement du regard, jamais avec notre corps. Enfin, jamais. En tout cas, pour l'instant, pas avec notre corps. On est complètement réduit à jongler entre différentes interfaces visuelles. Alors, on a vu tout à l'heure la vue schématique. Ici, on a des vues beaucoup plus figuratives, où on reconnaît des éléments de décor, des choses qui font écho vraiment au cinéma de science-fiction. Mais surtout, on se retrouve face à diverses informations qui peuvent être un peu... obscur au départ. Il y a plein d'éléments, vous voyez, et là, à chaque fois, on voit unité de conduction, table de modification des sphères, tout ça, on ne sait pas à quoi ça correspond. Mais on comprend que l'espace est quadrillé et compris.
il est scanné littéralement. C'est un espace qu'on scanne avec le regard, comme une IA, sans aucun doute, scannerait comme ça un espace pour le comprendre, le configurer. Alors là, j'ai effectivement un document sur lequel je dois zoomer, donc on nous apprend en fait à nous servir de l'interface visuelle. Et voilà, ici, je vais donc scanner ce document qui va permettre de réinitialiser les liens système. Okay. That should be reinstalling the System Link interface. Use your cameras to locate the hatch controls and any other integrated systems and equipment. Vous remarquez aussi à quel point hein, les angles de prise de vue qui sont choisis sont très clairement faits pour rappeler le principe de la caméra de surveillance. C'est bien souvent des caméras situées un tout petit peu en hauteur, légèrement en plongée, qui vont du même coup créer une sorte de séparation entre ce que l'on voit et là où nous sommes, de désincarnation également, puisqu'on sait très bien que l'image de vidéosurveillance est sans aucun doute l'image la moins incarnée qui soit, puisque le but n'est pas du tout la question du transfert d'empathie, mais uniquement la question de la surveillance, de l'observation justement, et du décodage. Et ici, ce sont uniquement ces points de vue qui nous sont imposés, comme si on nous refusait en fait une lecture cinématographique des images. Alors là, je crois qu'elle nous a demandé d'ouvrir la porte, hein, si je ne dis pas de bêtises, donc on va aller scanner les commandes de SAS. Alors là, c'est les fameux moments où je dois traduire. Hop, là j'ai quoi? J'ai Y, hop, voilà. Good, good. Looks like that's working. Add another. Okay, looks like that is working. Now, use your System Link interface to open the EAS-11 airlock. That's it. It's open. I'm out. Good work, Sam. Okay. Let's get this up and running. Josh? I don't know if you can hear me, but... Oh, I hate these things. Josh, if you're in EAS Module 12, then stay put. The hull connection isn't secure, and most of our systems are underpowered. I'll work something out. Josh? Houston? Anyone? What? Wait a minute, Sam? Our internal communication network is fully online. Where has everyone gone? Oh, shit. Okay, station alerts. Right, Sam, you should have access to your OS now. Donc, nouvelle connexion à un enjeu hein, du gameplay, c'est-à-dire le fameux OS. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on peut se déplacer dans la station et trouver donc l'incendie. Alors on remarque ici, on a plusieurs lieux, hein, plusieurs zones, plusieurs endroits où il y a des caméras, bien sûr. Alors on a celui où il y a Emma, on voit son nom est ici. Et donc là, si j'active la caméra, par exemple, je reviens sur Emma. Et puis ensuite, on va aller explorer, donc essayer de trouver le feu. Et donc la logique d'observation ici, elle prend tout son sens, puisqu'on va aller dans les différents endroits de la station, et on va se déplacer comme ça avec les caméras pour essayer de déceler où se trouve le feu. Alors, ce qu'on remarque d'ailleurs, hein, c'est que ces angles de caméra que je commande beaucoup, mais parce que c'est sans doute l'un des enjeux les plus intéressants de cette œuvre, c'est cette idée que c'est pas seulement des points de montage qui permettent de passer de l'un à l'autre. Normalement, dans un film, quand on passe d'un plan à l'autre, il n'y a pas de connexion, il y a juste un raccord qui nous permet de naturellement faire la transition entre les espaces. Ici, il n'y a pas cette volonté, parce que je pense que les concepteurs se sont dit, si on fait des ruptures extrêmement franches entre, par exemple, ça et ça, le joueur ne sait pas du tout où il est. Il ne peut pas comprendre l'espace de la station. Il y aurait des faux raccords, en fait. Pour éviter les faux raccords, il y a un choix qui a été pensé, que je trouve vraiment intéressant, c'est le passage de transition, repéré hein, entre ces mouvements de caméra,
où on a l'impression de naviguer dans la station de manière virtuelle, puisque ces plans en vert sont pas du tout sans faire écho à l'imaginaire des films Matrix, l'idée de la matrice donc, qui régit l'intégralité d'un monde de manière sous-jacente, comme une base de données en fait, hein, qui structure un espace. Et ici, on a donc ces déplacements virtuels dans l'espace qui, là encore, nous renseignent sur le point de vue de la station, de l'IA, de Sam. Puisqu'en fait, Sam n'est rien d'autre qu'une machine qui cartographie ce qu'il a autour de lui pour essayer de mieux comprendre où il est, où il peut aller, etc. Et du même coup, on a affaire à ce qu'on pourrait appeler une sorte de point de vue holistique, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'un point de vue du tout, on a l'impression de comprendre l'intégralité de la station, il n'y a rien qui va nous échapper, même les endroits où il n'y a pas de caméra, il y a quand même de l'information, une information qui est traduite hein, ou calculée par Sam dans l'intervalle entre les images. Ce qu'on remarque aussi, c'est un choix qui est assez intelligent, c'est que, vous vous en doutez, l'incendie, il n'est pas dans les premières stations. Dans le sens de la lecture hein, du haut vers le bas, on va explorer toutes les stations et on ne va pas le trouver, l'incendie. On va le trouver en réalité dans la dernière station. C'est pas du tout un hasard, hein, c'est pour nous faire découvrir l'intégralité de la station, pour nous forcer en fait à tout voir. Donc là j'ai l'incendie. There is a fire out of control in EAS 4. Shit, I'm on my way. Donc là, le personnage de Emma est sur le chemin. Et là, on pourrait tout à fait l'attendre et il se passerait pas grand-chose. Sauf que nous, en tant que joueurs, on n'a pas envie d'attendre à regarder un incendie dans un espace restreint où il se passe rien. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller chercher Emma. Et on n'a pas du tout, c'est pas du tout obligé de le faire. Hein. C'est juste qu'on va réexplorer le vaisseau, essayer de s'y déplacer et essayer de voir où est-ce qu'elle se trouve. Presque comme un jeu, en fait, de compréhension de l'espace avant d'être une vraie modalité hein, du gameplay, enfin du récit. On n'a pas besoin de faire ça, en fait. Mais on comprend qu'en fait, c'est le seul truc qui nous est donné à faire ici, c'est d'être cadreur, d'être monteur, et donc de rechercher le personnage là où il se trouve. Donc là, c'est la logique de la carte, hein, évidemment, qui est importante. Alors là, on nous demande hein, d'aller ouvrir... c'est celui-ci, si je dis... dans le 5, je vois pas bien là où je suis, c'est un peu flou. Là, c'est le 3. C'est celle-ci qui est fermée. Alors, c'est celle-ci qu'il faut ouvrir. Voilà, vous voyez, le principe, c'est qu'on va comme ça, parfois, débloquer des obstacles et permettre au personnage donc d'évoluer. Donc on nous dit qu'on va avoir besoin de nous, bien sûr, dans le fameux module où il y a l'incendie. Je ne sais plus ce qu'elle va nous parler à ce moment-là. Add the EAS full hatch controls to your system links, but wait for my signal. Alors j'avoue que je ne me rappelle plus exactement ce qu'il faut scanner, mais on va découvrir assez rapidement. Oui, tout simplement. Fire suppression override. Dr. Emma Fisher. Okay, Sam. I need you to get ready and open the door. On 3. Are you ready? 1, 2, 3. That's it. Come on! Sam! Get the vents on in here. Clear these fumes. Alors, il me semble que l'aération c'est dans le coin, je ne sais plus exactement où c'est, voilà c'est ici.
That's it, it's working. The fumes are dissipating now. How bad is it? Alors, deux choses peut-être que j'ai un peu passé sous silence tout à l'heure, mais qui me paraissent quand même assez intéressantes de souligner, c'est combien cette mise en scène de l'espace est contre-intuitive par rapport à la logique de l'immersion dans les jeux vidéo. Normalement, un jeu vidéo, quand on le considère comme immersif, c'est quand il y a très peu d'interface visuelle, quand on va nous donner très peu d'indications sur le niveau de vie, sur l'énergie qui nous reste, sur les choses qu'on récupère, etc. De plus en plus, les jeux évacuent ces données interfacielles pour privilégier les cadres, le côté très cinéma, justement. Ici, c'est clairement l'inverse. Vous voyez, il y a des informations partout, on a du mal à se repérer, on voit bien qu'on nous donne des indications sur chaque point de l'espace, c'est-à-dire qu'il y a un trop-plein d'informations, et pourtant c'est de là, bien sûr, que l'immersion va venir, à proprement parler. The rack units have been damaged beyond any functional use. Overall, that's not too bad, considering. What started it? What was the source, Sam? We need to stop it happening again. Alors, je ne sais plus où se trouve la source de l'incendie, on va essayer de retrouver ça. Si vous la voyez, ça aussi un principe d'observation. Ça doit être ça. Residue on panel LFE1 indicates a potential source. What? That's just a blank plate. Let me see. Something is coming out of the side. What is that? It's like a thick grease. Or oil. Dark red. There is maybe something in storage above that's leaking. Oh, come on. What now? Sam, give me a status report. There is significant stress being applied to EAS-12. Immediate separation recommended. Please, if there is anyone in Module 12, make yourself known now. Vous voyez que là, je ne contrôle pas les caméras, comme si le problème technique de la station avait un impact sur Sam en lui-même, comme s'il perdait le contrôle lui-même. Respond. This is getting much worse. Okay. Sam, get ready for the separation procedure. Okay, first, process my authorization code and give me a security override key. 1442413324. Donc là, je vais essayer. Alors, merci. Authorization 1442413324. 4, 2, 4, 1, 3, 3, 2, 4, c'est ça. Ah oui, pardon, c'est là. 9034119. Got it. Inputting now. Hurry, Sam. Target the jets and push the module away safely. Donc là, un petit truc de rapidité où on voit des petits points qu'il faut cliquer en fait au bon moment avant que le temps imparti soit limité. Sam, we've stopped spinning. We've stabilized. I think we're okay. Listen, I'm going to relocate you to the external cameras and see if we can get a better view of the station. Or what's left of it. Donc là, on va commencer à nous faire sortir de la station pour changer un peu le point de vue et pour justement essayer de voir un peu autrement les choses. Alors, ce qu'on remarque d'ailleurs, c'est que dans ce que je viens de faire, il n'y avait pas vraiment d'enjeu ludique, parce que quand on n'y arrive pas, il y a toujours un moyen de récupérer le truc. En fait, l'enjeu n'est pas de gagner ou de perdre dans ce jeu-là, c'est plutôt de nous transférer une idée. Et l'idée, c'est quoi? C'est une IA défectueuse. Qu'est-ce qui se passe quand une IA est défectueuse?
Là, concrètement, comme j'avais fait le jeu il n'y a pas longtemps et que j'avais un peu noté les choses, je savais ce qu'il fallait faire. Quand on fait le jeu la première fois et qu'on se retrouve face à ce que vous avez vu, on est là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire? On est complètement perdu et on se plante, évidemment. Exactement comme Sam lui-même est privé de ses fonctions de base, de sa mémoire de la station, et lui-même n'est plus capable, en fait, de s'en saisir. Donc il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'en perdant du contrôle sur la station, on se rend compte que Sam, il gagne quelque chose de plus, une forme de conscience presque humaine, en quelque sorte, hein, puisque, au final, en se démachinisant, si je puis dire, il s'humanise, puisqu'il devient faillible, comme nous, êtres humains, sommes faillibles, bien sûr. Distorted. I don't understand. We should be right above Houston. Can you detect any damage, Sam? Alors là, évidemment, on va nous demander de regarder si on voit des dégâts sur la station, ce qui va nous permettre aussi de la voir de plus près, bien sûr. On se connecte donc de caméra en caméra. Damage doesn't look too severe. Just isolated sections. Alors, on voit effectivement qu'il y a des éléments un peu détériorés, mais pas suffisamment pour justifier un diagnostic. Donc c'est toujours le même truc, c'est où positionner le regard. En fait, Observation, comme son titre l'indique, est clairement un jeu sur le regard, hein, du joueur, le regard, et surtout sur le regard de la machine. C'est-à-dire, on cherche à nous faire comprendre ce qu'une machine peut ressentir. Est-ce qu'une machine peut ressentir quelque chose? Et il me semble que le jeu, c'est aussi ça son principe. Upper modules are badly damaged. The damage seems to be localized to the upper part of the arms. Et donc là, on continue à observer cette station. Et là, vous voyez que par contre, il n'y a pas ces connexions visuelles qui permettent de se repérer. D'ailleurs, ça aura un impact par la suite. Contrairement à l'intérieur de la station, là, on est beaucoup plus perdu, pour le coup. Et là encore, ça a un rôle à jouer dans l'appréhension de l'espace, et notamment de la station qu'on est en train de découvrir progressivement. Là, j'avoue que je ne me rappelle plus où est le dommage. Est-ce que vous avez vu quelque chose ? The CN arm is badly damaged. Oh God, May. It looks intact though. Et enfin, le dernier. There is minor exterior damage to module EAS-4, likely due to the internal fire. Yeah, I think we got lucky there. I'm going to connect to the distance cam. We should see where we are above Earth and if we've lost any altitude. Oh my God, Sam. That's... How did we get here? I brought you here. It seems. What? Why? I don't know. Et donc on arrive au générique du jeu. Souvent les génériques sont très loin dans le début d'un jeu puisque les jeux ont une durée bien plus ample qu'un film. Donc le générique de début est souvent assez lointain dans la narration. Alors je ne peux pas le passer mais je vais simplement commenter brièvement ce qu'on vient de voir. Ce qui est assez formidable avec ce twist scénaristique, c'est à quel point il fait écho à 2001 bien sûr, puisque on voit bien que penser être au-dessus de la Terre, finalement on est très éloigné, on est au niveau de Saturne. On a cet isolement et on sait que ces planètes très éloignées vont suggérer une dimension mystique, puisqu'on sait que dans 2001, Jupiter, c'est le lieu qui va être pointé par le monolithe. Donc vous allez redécouvrir ça dans le film qui suit. Mais ce sont des films et des jeux qui font leur cette idée selon laquelle ces planètes très lointaines nous amènent vers une sorte de dimension métaphysique, mystique. Ici, avec cette entité qui nous appelle, on ne sait pas trop ce qu'elle est, vers où elle veut nous emmener. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il faut savoir que dans le roman 2001, l'Odyssée de l'espace, d'Arthur C. Clarke, ce n'est pas Jupiter
qui est le point de visée hein, du monolithe au début, hein, c'est Saturne en fait. Donc là, dans le jeu de No Code, on voit très bien qu'il y a une volonté de faire écho au bouquin d'Arthur C. Clarke, et pas seulement au film. En fait, dans le bouquin, ils doivent aller sur Jupiter pour se propulser vers Saturne. Et en fait, dans le film, Kubrick, c'était trop compliqué, et qu'il fallait qu'ils aillent directement vers Jupiter. Donc c'est anecdotique, mais c'est pour vous montrer aussi ces points de connexion entre ces deux récits. Alors par ailleurs, hein, c'est assez intéressant le jeu sur les pixels qui renvoie à une forme organique. Il y a toujours cette dichotomie ou cette dialectique dans le jeu entre l'humain et le mécanique. Et l'informatique, bien sûr. I restarted your core systems. You weren't making any sense. And to be quite honest, I'm fucking terrified right now. And anyway, without you, I'm not going anywhere, so welcome back. Okay, first off, let's try this again. Sam, voice authenticate. Dr. Emma Fisher, 140412. Bon, on va être gentil cette fois. Elle a déjà suffisamment peur comme ça. Okay. So, Sam, here's the deal. I'm stuck in the EAS arm for now. I think it's related to power, but a lot of the hatches are fully locked down, so I'm gonna try something different here. Donc là, c'est peut-être l'idée qui au début m'avait paru la plus contestable dans le jeu. Et en fait, je me suis aperçu que c'était un coup de génie. Mais c'est en l'analysant que j'ai compris que c'était un coup de génie en fait. That's audio at least. Almost there. Just a sec. Shit, that's not it. There we go. Okay, Sam. I have rigged a connection sphere for you to use. You should be able to take control of this and fly around the station. It'll let you reach parts of the station your cameras can't see, and it'll let you wirelessly connect to non-station devices, like laptops. There. Looking good, Sam. Okay. Let's see if you can move it. Fly over to me. Donc vous l'avez compris, nous avons désormais un contrôle de nos déplacements, ce qui fait disparaître l'idée géniale de ces points de vue fixes, hein, caméra de surveillance, tout ce que j'ai commenté depuis le début. Là, d'un seul coup, ça semble contredire cet aspect, puisque finalement, on se retrouve avec des commandes de jeux vidéo beaucoup plus classiques, c'est-à-dire que là, je me déplace avec un joystick, comme dans un jeu traditionnel, en fait. Great. Now turn around 180 degrees to face me and fly back. Pareil, vous avez vu, on internalise, on diégétise ce qu'on appelle un tutoriel, c'est-à-dire une manière d'apprendre comment fonctionne un jeu. Donc là, on m'apprend à me déplacer, à me tourner, et du coup à me repérer dans cet espace, avec ces contrôles-là. Good. There are more controls for translation and rotation, but I'll let you figure them out. You should still be able to identify objects and relay information to me like any other camera. Try it now. Vous voyez que toute la narration, en fait, ce n'est qu'une série d'indications qui nous permettent de comprendre un petit peu comment cela fonctionne. Alors, je ne sais plus ce qu'elle m'a demandé, là, du coup. Que m'a-t-elle demandé? Je ne sais plus. De scanner quelque chose? Ouais. Je ne sais pas ce que je peux scanner. Un ordinateur, très bien. Ouais. There is a laptop belonging to Dr. Emma Fisher. Okay, great. That works. Now, you can release yourself from the sphere and return to your main OS just like before. Try it now. Donc là, on nous fait comprendre qu'on ne perd pas pour autant le principe de base. On peut se déplacer de caméra en caméra
et bien sûr intégrer la sphère comme on veut. You can either quick connect directly from your map, or you can use a nearby module camera to access it. Reconnect to your sphere now. Voilà, retournons donc dans la sphère. Let's test out your sphere connection systems. Connect to the laptop above the workbench. Once you're connected, attempt to download whatever data is left. Alors, je me rappelle du système. Great. Can't believe that all actually worked. Right. So, the rest of the station is dark, and the Horizon arm is running on emergency power. The solar panels give us next to nothing this far from the sun. However, we do have an experimental fusion reactor on board, the EFR. If that can generate enough power, we can maybe get the universal hatches open. See what you can do. I'll try to find a way to contact the rest of the crew. Alors, on me demande de reconnecter. Alors, je vous cache pas que je n'ai pas le sens de l'orientation, ce qui ne va pas faciliter cette partie du jeu. Néanmoins, vous avez remarqué que, bon là, l'idée principale, bien sûr, hein, c'est de nous faire prendre un contrôle absolu de notre corps, donc de contrevenir à l'idée, évidemment, de cette IA connectée uniquement à des points de vue qu'elle ne peut pas, avec lesquels elle ne peut pas se déplacer. Là, pour le coup, on a cette liberté de déplacement qui est évidemment extrêmement... qui fait sens, en fait, hein, dans le discours du jeu. Comme je vous disais, Sam est un personnage qui, progressivement, va prendre le contrôle de lui-même, va en fait, devenir une sorte de conscience, d'être en pleine conscience. Et ça va passer, évidemment, par cette prise de contrôle, cette libération de notre corps. Alors, je suis désolé, je ne me rappelle plus. Où est-ce qu'il faut aller? Alors, on est là. La sphère est là, ok. Descendre dans le module. On se met un autre. Alors, c'est juste que je vois pas la porte. Avec mon... En plus, je vais pas vous aider, puisque avec mon sens de l'orientation, vous allez vous-même vous perdre. Vous n'allez même pas pouvoir me donner un coup de main sur les lieux où aller. Alors, attendez que je me repère. EAS 11, c'est là. Je comprends pas parce que là, il n'y avait rien. Hein. Là, c'est fermé de partout. C'est pas là qu'il faut aller. Est-ce que vous voyez une autre porte quelque part que je n'aurais pas vue? Derrière moi, voyons voir. Ça va être là. Voilà. Merci. C'est toujours derrière soi, de toute façon. Faut se dire ça. Donc là, évidemment, hein, cette façon de se déplacer procure un feeling de jeu totalement différent, qui va d'ailleurs avoir un impact sur certaines séquences, parce que autant on était extrêmement distant de ce qui se passait dans les moments précédents, vous vous rappelez, hein, voilà. Par contre là, quand ça va se passer, on fait pas trop le malin. C'est la première fois que ça arrive. Sam, was that you? I think the backup batteries are struggling to cope. Hang on a sec. Switched off a few of the systems, seems to have helped. I don't know how much longer this will last. We need the EFR online. Alors, soit dit en passant, hein, vous remarquez que ce petit passage-là, très bref, où on se retrouve dans une situation un peu angoissante, on n'aurait jamais ressenti ça dans le début du jeu quand on avait les caméras complètement neutres. On ressent ça parce que d'un seul coup, notre corps est impliqué dans la séquence. On a une forme de proprioception, même si on n'a pas trop le sens de l'orientation et qu'on est très désorienté, ce qui est volontaire, à mon avis, dans la programmation de nos codes ici. Le fait de ressentir de l'intérieur ces moments un peu angoissants vont participer d'un sentiment de l'IA qu'elle n'est pas censée avoir. Pas de spoiler pour le film qui va venir si jamais vous ne l'avez pas vu, mais pour ceux qui l'ont vu, je pense que vous savez exactement à quoi je fais référence. Une célèbre phrase hein, qui se situe vers la fin du film, prononcée par l'IA, donc HAL, et qui est sans doute la phrase la plus bouleversante du film. Et il me semble qu'ici, le sentiment qu'on a dans ce petit moment
où on contrôle plus ce qui est en train de se passer et on se dit que notre corps est véritablement en danger, ben, il me semble que c'est justement une manière de revisiter le film de Kubrick. Alors si je me souviens bien, je pense que c'est par ici, hein, le truc qu'on me demande de faire. Hop, on va regarder ici un petit peu. Ouais, c'est ça, il faut que j'actionne ça. Ah oui, on a ce fameux moment. Alors ça pareil, c'était une de mes grosses prises de tête à l'époque où j'avais fait le jeu la première fois et quand je l'ai refait. Donc là, il y a juste un petit truc à comprendre, c'est un 5, 4, 4, 3, ok. Hop, je reviens en arrière. Donc c'est cette porte qu'il faut ouvrir. Non, c'est pas comme ça. Attendez, j'ai un petit trou de mémoire là. Je ne sais plus. Ah oui, il faut utiliser une caméra de module, pardon, c'est pour ça. Voilà. Je me souviens plus comment on attend. X, c'est quoi déjà? Oui, c'est carré, c'est pour ça que je me perds dans les contrôles. Voilà, alors ce fameux truc, voilà, il faut resituer, enfin, il faut refaire ce qu'on a vu sur les schémas de tout à l'heure. Logiquement, si je dis pas de bêtises, c'est ça. On retourne dans notre petite sphère, et là, il va y avoir un petit passage, là encore, avec des... Mais vous voyez, hein, la mise en scène est assez intéressante, c'est-à-dire qu'on a vraiment ce sentiment presque hérité du film de found footage, hein, où, vous savez, ces films où on a une caméra qui est trouvée, où on a ces images qui sont tournées, et qui, bien sûr, restituent l'angoisse de ceux qui ont filmé. Ici, hein, ces taches sur l'écran, cette dimension un peu délavée de la caméra, va donner l'impression qu'on a vraiment un corps derrière cette caméra, alors qu'il n'y en a pas en réalité, mais nous le ressentons de cette façon. Et là, on voit bien qu'il y a de la mise en scène. On arrive ici, on a cette écoutille qui est semi-ouverte, avec cette lumière qui en émane, qui attire notre regard, mais qui crée aussi une forme d'angoisse. On ne sait pas ce qu'on va trouver derrière, mais on comprend assez rapidement que c'est ce vers quoi il faut aller. Et on va se retrouver face à ces nombreuses énigmes dont le jeu raffole. Donc au début, on a un peu de mal à comprendre ce qu'il faut faire. Je vais essayer. Alors, je vais vous parler en même temps, donc ça va être un peu compliqué, mais je crois que c'est quelque chose un peu comme ça. Voilà. Je ne sais plus sur quel bouton il faut appuyer pour que ça... c'est quoi le bouton? Non, c'est pas ça. Pardon. En fait, comme c'est pas les mêmes contrôles, je suis pas habitué. Alors, on revient en arrière. On retente. Je comprends pas là. Logiquement, ah voilà, c'est là. Ok. Donc là, en fait, pour vous expliquer ce qui se passe, c'est que je dois aimanter les espèces de signaux multicolores là pour que ça fasse une sorte de cercle. Et ensuite alimenter le système. Et on va arriver à une séquence extrêmement importante dans le jeu. Sam, is that you making that noise? Sam, respond! Turn off the noise! Sam, it's happening again! What are you doing? Sam!
can see it, Sam. Can you see it? It's... I can't explain it. I can feel it. Et donc on comprend que là ça va être une forme de communication avec cette espèce d'entité. Alors là, bon, évidemment, pour ceux qui ont vu 2001, vous voyez très bien la connexion, et c'est vraiment volontaire de la part de No Code, hein, avec cette forme géométrique opaque, évidemment, qui fait complètement écho au monolithe du film de Kubrick, mais qui ici a quelque chose de plus. Dans le film de Kubrick, il y a déjà ça, mais c'est complètement sous-entendu par la mise en scène. Ici, la communication est première. C'est une communication d'ailleurs qui... là encore fait écho à énormément de films de science-fiction, puisque, vous avez compris le système, on est sur le principe du jeu du Simon. Vous savez, hein, ce jeu où on va répéter un schéma qui nous a été présenté, et on va donc jouer un peu comme dans Rencontre du troisième type, par exemple, à un moment où les extraterrestres jouent une mélodie que les humains reproduisent pour communiquer avec eux. Alors vous me dites si je me trompe, parce qu'il va le refaire plusieurs fois. On va éviter de se tromper. Mais on a cette dimension, vous voyez, encore une fois, très ésotérique, mystique, métaphysique, quasiment. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est ça, l'espèce de pyramide, des espèces de flèches. Et le dernier, c'était quoi déjà? Je ne sais plus. Le gros rond, c'est ça? Ouais. Ça fait aussi écho à un autre film, alors que je déteste par ailleurs, mais c'est Premier Contact. On est complètement sur cette logique de conversation avec les extraterrestres par le biais de choses un peu bizarres, un peu incompréhensibles. Je trouve là, il y a aussi une référence très forte faite à ce film. On pourra en discuter si vous adorez. Alors le premier, je sais plus, c'était celui du bas, c'est celui-là. Hein. Et après, j'ai déjà oublié si c'était l'espèce de schéma là. Et après la pyramide, non, c'était la pyramide en dernier. Pardon. Pardon, on va refaire ça. Et ensuite, c'est le schéma à droite, c'est ça. Et après la pyramide, hein. C'est ça. Why or how you are doing this. If you are doing this, but I need you to help me, Sam. I need to know what is going on. I need the crew. Well, the power is back, but the hatch to Universal is still offline. I need you to find out what the problem is. Sam, give me a systems diagnostic. On a toujours cette répétitivité, hein, mais qui fait partie aussi de la logique attendue. Dans le cas d'une IA, encore une fois, qui répète beaucoup les choses, qui ressasse, mais qui du coup finit par comprendre un petit peu les choses. UN1 hull contact points to EAS3 are unresponsive. This sounds bad. Okay, so the power is fine, but the hull connection points are misaligned. That we can fix. I can't get them open from here, but you should be able to reclamp the contact points from outside. Looks like you're going on your first spacewalk, Sam. Before you go outside, though, we need to update your sphere firmware to allow for exterior use. To upgrade, you'll have to scan the barcodes in EAS 11. Once you're fully updated, we'll get you outside.
I'm granting you EVA permission now. The internal airlock hatch is now open. Alors, c'est aussi là que je voulais en arriver. On va essayer de faire notre première sortie spatiale parce que ça vaut quand même le détour. Avant d'achever cette séance de jeu commentée. Alors, il faut aller dans EAS 11. Donc, on va aller ici, se connecter à la sphère et on va aller donc. Alors, je ne sais plus ce qu'il faut scanner. En revanche, je nous a dit scanner quelque chose, il me semble. Ouais, mais lequel? On va essayer de rentrer. On va voir, ça va peut-être être à l'intérieur. Ça va être ça. Ouais. Les documents sont récupérés et du coup, ça va être là que ça va se jouer, je crois. Non, c'est pas là, c'est pas tout de suite. Si vous trouvez les documents, c'est comme du sas. Ah, ça va être ça. Ouais. Donc là, effectivement, j'améliore ma sphère pour lui permettre d'aller dans l'espace. Ça fait partie de ces petites énigmes qui prennent du temps, en fait, la première fois qu'on fait le jeu, mais qui permettent aussi de comprendre la manière dont la mémoire de Sam fonctionne. Là, j'accède à sa mémoire centrale et on voit il y a des points de connexion que je vais pouvoir connecter à d'autres. Alors, hop. Et ils tissent des liens, c'est comme des liens neuronaux en fait. Hein. That's you all set up. Okay, get those module clamps fixed, Sam. Alors, là encore, il faut que je vois comment ça va fonctionner. Donc on va fermer d'abord les coutilles intérieures, évidemment. Dépressuriser, et puis après, c'est l'aventure. The control panel where you can rearrange the clamps is on the outer hull of EAS-3. Donc c'est sans doute le moment le plus comment dire, le plus saisissant en fait dans le jeu, c'est que jusqu'à présent, vous avez vu, on était très limité, on était sur des axes très précis de caméra, même quand on était dans la sphère, finalement, c'est des couloirs très exigus, on pouvait s'y retrouver assez rapidement avec les schémas, etc. Là, eh ben, on est complètement largué dans l'espace, c'est-à-dire qu'on peut aller se promener où on veut, à nos risques et périls. Je l'ai fait la première fois, j'ai mis des heures à revenir, à retrouver mon point de départ, parce qu'évidemment, on a cette liberté totale. Là, c'est le bras dont on sort. Et ensuite, on a toute cette station qu'on va pouvoir inspecter. Et là, il y a un truc qui est assez fort, c'est que autant dans la station, on est dans une logique un peu de prison, en quelque sorte. Il y a des chaînes. Et ces chaînes, vous avez vu, elles se brisent au fur et à mesure. Elles se brisent d'abord parce qu'on a accès à toutes les caméras et plus seulement au schéma. Elles se brisent à nouveau dès lors qu'on a accès à la sphère. Et là, elles se brisent totalement. Du fait d'être dans l'espace, on pourrait très bien... Alors, j'ai pas essayé d'aller jusqu'à Saturne, d'ailleurs, ça pourrait être intéressant de voir ce qui se passe. Est-ce qu'on nous rappelle ou est-ce que la sphère se détériore? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas ce qui se produit quand on sort du champ de la station. Mais toujours est-il qu'on a cette espèce de saut dans l'inconnu, mais qui est en fait un saut dans l'inconnu qui est symbolique, puisque finalement, le vrai saut dans l'inconnu, ici, c'est celui de Sam lui-même. Sam qui se découvre une véritable conscience, qui finalement... trouve une sorte d'existence qu'il n'avait pas auparavant. Et cette angoisse existentielle que cette séquence crée, peut-être pas... Enfin, encore que si, parce que vous allez voir que je vais pas trouver, en fait, l'endroit. Elle a dit que c'était sous le bras... le 3. Hein. Alors, on est au 5. Le 3, ça va être bien quoi, je pense. À un moment donné, quand on se déplace trop, eh ben, il y a une vraie angoisse métaphysique. Cette séquence, elle crée vraiment une sorte de vide intersidéral qui nous pointe vraiment en tant que joueur. On ne sait plus du tout où on en est, on ne sait plus ce qu'on doit voir, on ne sait plus où on doit aller, surtout. Un peu comme ce qui se passe lorsque on fait ses premiers pas, en fait, en tant un bébé qui fait ses premiers pas, voilà, ce saut un peu dans l'inconnu. Et il me semble effectivement que c'est une vraie métaphore de ce saut dans le vide, qui est le saut dans le vide de cette conscience, ici.
Alors, S3, c'est ici. Contact coq. Et là, on revit les cauchemars cinématographiques que pouvait être, bon, évidemment, 2001. Vous allez revivre ce moment traumatisant de la sortie dans l'espace. Mais je pense aussi à un film qui est complètement oublié aujourd'hui, Mission to Mars, de Brian De Palma. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un film qui est complètement passé tombé dans l'oubli. Et moi, je trouve que c'est un des grands films de SF des années 2000. Ou 99, ou les fins des années 90, je ne sais plus quand est-ce qu'il était sorti. Je ne me rappelle plus où se trouve ce truc que je suis censé scanner. On va lui faire répéter. Je l'ai pas encore fait. Sam, get those clamps disengaged. I'll be watching your feed. Alors, je vous avoue que j'ai pas... En fait, c'est là qu'il faut se rendre compte qu'il faut non seulement observer, mais il faut surtout écouter. Elle a dit qu'il fallait désamarrer ES3 de ES4, c'est ça? Enfin, réamarrer. Normalement, il va y avoir un système quelque part, mais je ne le vois pas ici. De toute façon, c'est pas très grave, hein. Je voulais simplement vous faire cette petite sortie. On peut même s'amuser à visiter un peu le vaisseau, en fait, hein, à aller se perdre un petit peu dans ces images. Je trouve qu'elles sont... Après, revenir dans le vaisseau par la suite, c'est pas forcément... On retrouve un peu les mêmes logiques, donc c'est pour ça que je ne vais pas m'appesantir trop là-dessus. Mais je voulais vraiment... insister sur ce moment, sur ce passage. Et d'ailleurs, c'est une séquence qui a été analysée par un journaliste que j'affectionne beaucoup, qui s'appelle Yann François, qui a travaillé notamment pour la revue JV, Culture Jeux Vidéo, qui est une excellente revue de jeux vidéo qui paraît mensuellement. Et Yann François avait fait une analyse, j'ai trouvé extrêmement belle de ce passage, et il décelait, c'est lui qui a décelé cette idée d'une plongée dans l'inconnu, qui résonne avec la quête existentielle de cette IA, qui se découvre une âme, non seulement une conscience, mais même une âme, et qui cherche à se libérer de ces chaînes informatiques, puisque c'est ça dont il est question, fondamentalement, cet appel de cette entité mystérieuse, elle est là pour faire en sorte que Sam devienne une entité vivante. On comprend que c'est vraiment ça l'enjeu. Et ici, c'est la difficulté à se repérer dans l'espace, cette sensation d'être totalement perdu, à la merci du vide intersidéral, qui produit un paradoxe. C'est-à-dire qu'on a beau être plus libre ici qu'on ne l'a jamais été dans le jeu. C'est ce moment rêvé dans un jeu vidéo, quand on n'arrête pas de nous parler des derniers Zelda, en nous disant c'est cette sensation de liberté absolue. On nous met devant une map et on va où on veut, on fait où on veut. Mais on le sait très bien, quand on commence un jeu comme Zelda ou Elden Ring, il y a à la fois ce sentiment de liberté incroyable et à la fois ce vide existentiel en disant « Oh mais que faire? Où aller ?» Ce vide métaphysique. Et il me semble que ici c'est clairement ce que cette séquence retranscrit. C'est-à-dire qu'on prend conscience qu'on n'est qu'un grain de poussière, en fait, dans l'univers, un grain de poussière perdu dans l'infini. Et devant cette angoisse existentielle, la seule envie qu'on a, et je vous garantis que quand on joue au jeu la première fois, c'est vraiment la première envie qu'on a, c'est de retourner dans la station réconfortante. On avait nos chaînes qui étaient si confortables. Et ce moment de prise de conscience, on se dit, mais finalement, ce jeu nous fait comprendre que parfois nos vies qui nous paraissent un peu enchaînées, sont là aussi pour nous cadenasser, pour nous empêcher de tomber dans ce vide métaphysique. Mais ce vide, il permet aussi de trouver du sens, de se libérer finalement de quelque chose qui est là, qui nous plombe et qui finalement mériterait d'être un petit peu détaché pour nous permettre d'exister de manière plus entière. Et mine de rien, dans une petite séquence comme ça d'exploration spatiale, il me semble que c'est tout ça qui est dit. Sans qu'il y ait un enjeu de mise en scène, vous voyez ici, c'est moi qui contrôle. Vous voyez bien que les déplacements que je fais, ils sont un peu nécessairement tourbillonnants, ils sont nécessairement répétitifs, ils vont dévoiler des choses qui se ressemblent, qui se répètent, etc. Mais avec cette impression que, effectivement, je pourrais tout à fait me diriger vers Saturne. D'ailleurs, on peut peut-être essayer, voyons voir ce que ça va donner, de s'éloigner de la station. Je ne sais pas du tout quelle va être la conséquence de cette action, mais passons sur ce surcadrage de Saturne pour nous éloigner. Et puis, tirons peut-être quelques conclusions de cette séquence de gameplay. Alors, je me demande dans quelle mesure... En plus, on n'a plus de point de repère, donc là, pour savoir si on avance ou pas et à quelle vitesse, hein, c'est un peu énigmatique, mais on va rester sur cette belle image de Saturne. Donc, le grand intérêt de ce jeu, on l'a compris, hein, c'est de renverser le parti pris de 2001, concrètement.
puisque dans le film de Kubrick, évidemment, cette IA elle a un rôle très important à jouer. Ici, dans 2001, on va malgré tout avoir une forme d'empathie pour cette IA qui, pour le coup, est complètement déshumanisée. Ici, cette empathie, elle est complètement intégrée au gameplay. C'est le gameplay qui nous fait avoir cette empathie parce que l'empathie du jeu vidéo, elle est intrinsèquement liée à ça. Cette espèce de cordon ombilical qui nous relie en fait au jeu. Et c'est grâce à la manette, grâce à l'interaction avec les images, qu'on a une forme d'incarnation, d'émotion ou d'empathie envers des personnages qui sont parfois un peu vides. Et le personnage de Sam, c'est le personnage le plus vide qui soit, c'est une IA, c'est un pur objet informatique. Et pourtant, par la temporalité, par le fait de l'accompagner, de l'incarner aussi longtemps, on finit par avoir de l'empathie pour Sam. En fait, Observation est un jeu qui est comme une sorte de lecture du film de Kubrick, qui nous interroge sur la possibilité ou non d'avoir de l'empathie pour une intelligence artificielle qui n'a rien d'humain. Et on se rend compte que finalement, oui, on peut avoir de l'empathie pour elle. C'est sans doute une des grandes leçons du jeu. Ah, je crois qu'il n'aime pas trop que je m'éloigne, vous voyez. Je peux encore accélérer un peu, mais on sent bien que ma vision se trouble à mesure que je me dirige vers Saturne. Et là, le truc, c'est que le joueur projette sa conscience de joueur dans l'avatar, n'importe quel jeu en fait. Et ici, c'est ce qu'on fait. On projette vraiment notre conscience dans cet avatar qui n'en est pas un, en fait. C'est d'autant plus intéressant que Observation renverse la logique même du jeu vidéo. C'est-à-dire que dans un jeu vidéo, on incarne un personnage face à des IA qui sont les ennemis. Bien souvent, les ennemis qu'on affronte dans des jeux vidéo sont contrôlés par des intelligences artificielles. Là, dans ce jeu, c'est l'inverse. On va aider le personnage non-joueur, et nous sommes l'intelligence artificielle. Donc, il y a déjà une forme de commentaire interne sur le jeu vidéo, mais il me semble que ce commentaire, il n'est pas seulement sur le jeu vidéo, il est vraiment sur le film de Kubrick, qui est la porte d'entrée, à mon avis, de Observation. Dans 2001, l'ambiguïté de HAL, elle passe, et vous allez le revoir tout à l'heure, par des moments où on va filmer son point de vue, on va avoir une vue subjective de HAL. La vue subjective dans un film de cinéma, elle n'implique pas autant émotionnellement que dans un jeu vidéo. Parce que dans un film, on n'a pas le contrôle. Quand on voit à travers les yeux de quelqu'un, on s'extériorise. Donc le choix de Kubrick de nous faire adopter parfois le champ de vision de HAL, c'était une façon finalement de nous mettre à distance de HAL. Une sorte de paradoxe que j'ai souvent vu dans le cinéma. Là où dans le jeu vidéo, nous faire adopter le point de vue de Sam, c'est justement nous faire intégrer son regard et nous faire partager vraiment l'intimité de ce personnage. Au point même où le personnage de Emma Fisher, est un personnage quasiment secondaire. En réalité, on l'aide, etc. Mais c'est pas le point principal du jeu, même si plus ça avance, plus on va avoir envie de l'aider, Emma, évidemment. Mais ça reste quand même un personnage secondaire. Le personnage principal, c'est cet ordinateur qu'on va incarner par la force des choses, même si ça paraît totalement improbable. Et il me semble justement que si on avait souvent dit que 2001 était un film sur l'évolution, puisque le film est obsédé par cette question d'évolution, Observation nous montre que c'est pas seulement un film sur l'évolution. Et j'espère que le jeu va vous permettre d'éclairer le film d'une autre manière. Il me semble que 2001, c'est aussi un film sur le regard. J'en reparlerai dans un instant, quand je vais présenter le film de Kubrick. Mais il y a quand même cette idée que, finalement, dans 2001 comme dans Observation, on nous dit que ce qui nous paraît humain, c'est ce qu'on regarde avec notre point de vue d'humain. Là, dans ce jeu, puisqu'on projette notre point de vue d'humain sur une IA, on va finir par l'incarner émotionnellement. Dans 2001, comme on observe ce personnage de HAL, on va finir aussi par avoir de l'empathie pour lui. Donc c'est un film et un jeu, je trouve, sur la question de l'humanité du regard. Qu'est-ce qu'un regard humain? Qu'est-ce qu'un regard machinique? Et est-ce qu'un regard machinique peut avoir une consistance humaine? Voilà, c'était un peu les éléments que je voulais évoquer avec vous au sein de cette session. Donc j'espère que ça vous aura intéressé. Et puis pour conclure, voyons voir. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je me retourne et on va regarder, voilà, la station. Au loin. Je vais continuer à m'éloigner en faisant une marche arrière. Mais voilà d'où nous venons et voilà ce que nous avons un peu exploré, puisque la suite du jeu va évidemment nous amener à explorer les autres bras, etc. Et percer petit à petit le mystère, évidemment, de ce monolithe, enfin de cet hexagone bizarre et pourquoi il attire Sam sur cette planète, et ça je vous laisserai découvrir par vous-même dans le jeu. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, et je vous remercie
pour cette attention. On a peut-être le temps de répondre à une ou deux questions. Juste, je passe le micro parce que comme c'est enregistré, il faut que vous parliez dans le micro. Merci beaucoup pour cette présentation, puisque tu nous amènes vers la fin. Tu as cité un certain nombre de références pop, que ce soit un jeu de manuel, le Simon, des films. Est-ce que tu vois ou est-ce que le studio a voulu mettre des références plus savantes, des sources plus philosophiques, en tout cas des sources non pop, des ouvrages ou des moments historiques de l'histoire de l'humanité, qu'elles s'inspirent plus directement que ce que fantasme Kubrick à l'ouverture de 2001. Et est-ce que autrement, ça pourrait vers ce point-ci, le scénario de 2001 est écrit en même temps que le roman. Est-ce qu'il y a des bouts du jeu qui s'inspirent plus du roman que du scénario? Enfin, en tout cas, est-ce qu'il y a un apport livresque? Merci. Bonne question. Alors, je n'ai pas lu 2001. Je suis en train de lire 2010, en revanche, la suite, que j'ai vue. Alors, pareil, film, alors, dans la foulée de 2001, si vous adorez le film, si vous n'avez pas vu 2010, ça vaut vraiment le détour. Hein. C'est un film très étonnant, très intéressant. Et du coup, ça m'a donné envie de lire le bouquin. C'est dans la préface d'Arthur C. Clarke que j'ai vu effectivement ces aspects-là. Je ne savais pas que le roman avait été écrit en même temps que le tournage. Et toute l'anecdote sur Saturne que je vous ai... Voilà, c'est Arthur C. Clarke dans sa préface de 2010 qui explique ça. Alors, pour répondre à ta question... il y a très peu d'interviews des concepteurs, donc je ne sais pas en fait s'ils ont d'autres références. Alors c'est vrai, par contre la dimension très pop, ça c'est évident, on sent bien qu'ils sont complètement influencés, même leur jeu précédent, on sent bien que c'est un jeu qui fait référence à l'informatique des années 80, ils sont complètement dans cette logique, ils sont très fascinés par l'univers pop. Les questions philosophiques, je pense qu'elles sont internalisées, alors est-ce qu'ils les ont conscientisées, est-ce qu'ils les ont discutées? Ça malheureusement je ne peux pas répondre à la question. Je ne sais pas. Mais ce serait intéressant de creuser, et je pense par contre que ce seraient des gens très intéressants à interroger. À mon avis, ils ont énormément de choses à dire, pour le coup, là-dessus. Et donc, comme je n'ai pas lu 2001, je ne peux pas répondre à ta question, je ne sais pas s'il y a des aspects qui ont été exploités dans le jeu et pas dans le film. C'est une bonne question, ça sera vérifié. Moi, j'aurais juste voulu savoir votre point de vue sur le film Premier Contact. Parce que moi, je trouve qu'en fait, le film Ennemi, du même réalisateur, qui est sorti 2 ans avant, il me semble, il le complète un peu dans le sens où, en fait, je trouve que l'idée de Premier Contact, elle est géniale, mais que Ennemi, il a mis le point sur la gênance et l'ambiance. Et justement, je trouve que c'est ce qui manquait à Premier Contact. En fait, ma remarque, elle est très personnelle. C'est-à-dire, je vois parfaitement ce qu'on peut apprécier dans le film. C'est moi ce qui m'a gêné, et dans Ennemi aussi d'ailleurs, hein, c'est cette dimension psychanalytique. J'ai l'impression que c'est des films de psychanalyse. Premier Contact, en fait, la lecture finale du film, c'est ça. C'est quand même une forme de lecture purement psychanalytique du personnage. Je vois ça, je me dis, bon, et le gars, il se réclame de Kubrick, quoi. Il se réclame de Kubrick. Kubrick, c'est l'histoire de l'humanité, c'est la métaphysique absolue, c'est le sens de l'humanité dans le monde, etc. Et voilà, bon, c'est la petite histoire de la dame, voilà. Bon, je trouvais ça un peu limité sur le discours. C'est ça, en fait, moi, qui m'a dérangé dans Premier Contact. C'était l'écart entre la prétention de la mise en scène, je dis prétention pas au sens prétentieux, mais l'ambition, plutôt, l'ambition de la mise en scène, et la finalité du récit. Je trouvais qu'il y avait un truc qui... Mais comme Interstellar, pour moi c'est dans le même sac, si vous voulez. C'est exactement la même chose. Je trouve que ce sont des films qui se prétendent, enfin qui engagent une forme de plénitude visuelle, avec des références culturelles extrêmement sérieuses, solides, qui vont aller convoquer Tarkovsky, etc., et qui vont nous raconter des histoires extrêmement restreintes, extrêmement petites. Moi, c'est peut-être cette déception, quand je vois de ces films, c'est que je me dis, j'aimerais que ça me parle plus aux tripes des questions d'humanité, des choses beaucoup plus amples. La science-fiction, c'est ça, à la base. C'est un genre qui sert à interroger le genre humain de manière générale. Et là, je trouve que ça individualise les choses de manière très forte. Le twist de Premier Contact, que je ne spoilerai pas ici, je trouve que c'est exactement ça, si vous voulez. Je trouve que le twist, au début, quand on comprend vers où il nous amène, on se dit... D'accord, en fait, donc c'était uniquement l'histoire de cette femme-là, et c'était rien d'autre. Ah, mais en plus, la fin, elle ressemble... Enfin, je viens d'y repenser, c'est aussi comme Interstellar, en fait, ça ressent juste le problème sur la famille, en fait, et pas sur l'humanité. Et voilà. Et je trouve que c'est peut-être l'un des problèmes du cinéma américain aujourd'hui, comme le First Man de Damien Chazelle, mise en scène incroyable. Quand on arrive à la fin du film, on se dit non mais tout ça pour ça, c'est ça qu'il nous raconte, il n'y a rien d'autre à raconter.
que cette histoire de... Bah, je dis pas... Pardon, je veux pas mal m'exprimer. C'est des choses très fortes, la question du deuil, etc. C'est important, bien sûr. Mais la façon dont c'est fait, ça personnalise extrêmement les choses. Ça empêche finalement de s'investir émotionnellement dans ce deuil de ce personnage, qui est en plus présenté comme un personnage complètement fermé. Donc l'émotion, je ne peux pas la ressentir. Alors que 2001 est un film qui paraît complètement opaque. Et pourtant, je suis ému aux larmes à chaque fois que je vois ce film. Parce qu'il me touche métaphysiquement à quelque chose que je n'arrive pas à saisir intellectuellement. Et les First Man, les Premiers Contacts, les Interstellar, je comprends exactement ce qu'ils veulent faire. Je me dis, intellectuellement, je vois ce qu'ils veulent dire. Je dis, bah oui, ok, c'est bien. Mais moi, je préfère être touché par des choses que je ne comprends pas et qui me dépassent. Et ouais, qui m'amènent aussi à me dépasser. C'est aussi pour ça que je préférerais toujours, sauf à ce qu'il y ait des grandes propositions de cinéma, je préférerais toujours des Kubrick et des Tarkovsky aux cinéastes de science-fiction aujourd'hui. L'une des exceptions, et qui pourtant n'est pas un film... sur le papier, il n'est pas plus ambitieux. C'est le Gravity d'Alfonso Cuarón. Pour le coup, là, on a l'impression que c'est une toute petite histoire, et pourtant, par la mise en scène, il nous fait comprendre des choses existentielles sur notre place dans le monde, notre place dans l'humanité, le fait de se raccrocher à quelque chose lorsqu'il n'y a plus de repères, justement. Là, il y a quelque chose qui m'a parlé, mais de manière universelle. Je trouve que ça parle de façon universelle. Alors que son canevas, c'est un canevas de série B extrêmement classique, en fait. Et là, c'est là qu'on voit qu'il y a des cinéastes. Cuarón, pour moi, c'est un vrai cinéaste. Là où pour moi, Villeneuve est un imagier. C'est quelqu'un qui fait des belles images. Et c'est toujours ça qui fait que moi, je n'arrive pas à aller au-delà de ça. Mais ça m'est personnel, encore une fois. Dans 8 minutes, il y a la séance qui commence dans l'autre salle. Je dis ça. J'abrège mes réponses. Allez, une dernière question. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton gameplay et puis l'émotion que tu viens d'exprimer sur la science-fiction en général. J'avais une question sur le regard. Tu as dit quelque chose de très intéressant à la fin sur 2001. La façon dont Hal est humanisé, caractérisé, c'est peut-être pas tant par les points de vue qu'on aura de son point de vue embarqué, mais peut-être, je pensais à ça peut-être sur les gros plans qu'on a sur son œil et qu'on peut relier à des actions qu'il peut avoir fait. Et ça m'a fait penser à un moment dans le gameplay où on voit Emma qui règle la sphère et qui regarde Sam et qui lui dit « Ah, t'as un look superbe ». Et quel est le rôle en fait, du regard pardon, dans la future caractérisation de Sam dans le jeu en fait, est-ce qu'elle a un rôle important dans son humanisation, future caractérisation dans le jeu, ou si ce rôle n'est pas si important que ça? C'est pas ouvertement creusé. Non, c'est pas le truc. C'est effectivement, ça aurait pu être davantage aller dans le sens de le regard que Emma porte sur lui, c'est ça ouais. Ils auraient pu aller dans cette direction, c'est pas le choix qu'ils ont fait, en effet. Ils sont partis sur autre chose. Par contre, ce que tu évoques sur 2001, c'est vrai que je voulais l'évoquer, je l'ai pas dit. On pourra peut-être en reparler tout à l'heure, mais il y a un truc qui est assez fou dans 2001, c'est que ces gros plans sur Hal, qui sont complètement iconisés, tellement que Tesla les a repris pour montrer justement le fait que cette voiture est inviolable et qu'elle a une surveillance absolue autour d'elle, etc. Cet œil, cette caméra œil, elle est filmée en plein cadre, de manière centrée, de face, en vue frontale. Ce qui nous confronte directement à elle. C'est-à-dire que Hal, bien sûr, filme les personnages de la station, mais il nous filme aussi nous. C'est-à-dire qu'on est nous-mêmes l'objet du regard de Hal dans 2001. Et ce qui est génial dans la suite, je vous conseille vraiment de le voir, hein, c'est pas aussi bien, hein, si vous voulez, mais j'étais très étonné de trouver ça hyper intéressant. Et Hal est de retour dans 2010, et les plans sur Hal ne sont plus du tout cadrés comme chez Kubrick. Ils sont cadrés en vue de 3/4. Il en a... comment le nom du réalisateur m'échappe, de 2010, c'est Peter Iams, en fait un personnage, et plus seulement un symbole. Chez Kubrick, Hal, c'est un personnage, mais c'est aussi un symbole. Chez Peter Iams, c'est plus du tout le cas, c'est juste un personnage. Et 2001 est un film qui fonctionne sur un plan purement symbolique, là où 2010, c'est un film purement narratif. C'est une pure expérience de narration. Et du coup, c'est assez étonnant de voir ce changement de point de vue sur ce récit. Moi, le film m'a vraiment, vraiment intéressé pour le coup. Voilà, donc petit conseil personnel, si vous avez envie de creuser ça. Je ne vais pas rester, mais par contre, on peut discuter deux secondes là, juste avant la présentation. Si vous n'allez pas voir le film. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci à vous. Merci à vous, surtout.